Alors pour la commune de Derval, c'est vraiment un marqueur culturel et historique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le château maintenant était plutôt connu par les habitants sous le nom de site de la Tour Saint-Clair. Et c'est vrai qu'actuellement on essaye de rendre son identité au château de Derval. Alors les Dervalais connaissent bien ce lieu pour l'avoir parcouru souvent quand ils étaient enfants et avoir certainement même escaladé la tour parfois. Mais c'est vrai que quand on parle avec les habitants, il y a toujours une espèce de surprise de savoir qu'il y avait en fait un important château fort autour de cette tour Saint-Clair. C'était une très grande forteresse qui était environ sur un terrain de 2 hectares. Et on avait 8 tours. On avait la plus haute tour qui est ici, la tour Saint-Clair, qui est à 24 mètres de haut, sur un diamètre environ de 12 mètres. Elle avait plusieurs systèmes de défense. Elle avait notamment 2 systèmes de défense qui sont des douves. Un autre système de défense, nous sommes sur les relevés, sur une relevée. Et cette relevée, elle en avait la particularité d'en avoir 2. En fait, il se trouve que nous sommes sur une levée de terre périphérique, c'est ce qu'on appelle la contre-escarpe de ce premier niveau de douve très important qui est derrière moi. Et en fait, on a trouvé qu'ensuite, il y a un autre niveau supplémentaire de défense. Donc en fait, on a 2 enceintes concentriques de terre, séparées par des fossés, en eau, encore aujourd'hui, et une haute cour, donc un espace seigneurial. Et à l'avant se développe une basse cour également, qui est quadrangulaire. Ces différents systèmes défensifs servaient naturellement à repousser l'assaillant. Le principe étant de compliquer en étalant par des enclos à emboîtement l'emprise du site afin d'affronter face à l'adversaire des niveaux de défense qu'il doit prendre un par un, sous le feu ennemi évidemment, et les niveaux, c'est ce qu'on appelle le principe de commandement, les niveaux se commandent et se défendent les uns les autres, c'est-à-dire vous prenez la première levée de terre, vous êtes sous le feu de la seconde levée de terre, et vous êtes également sous le feu des archers qui peuvent tirer à partir des courtines de la haute cour et de la basse cour. C'est vraiment ça, c'est défendre son pied de mur le plus longtemps possible avant d'arriver à ce qu'on appelle le corps de place, donc vraiment le centre, le réduit seigneurial qui constitue vraiment le dernier réduit défensif. Le terrain de l'autre côté, il est beaucoup plus bas. Donc c'est-à-dire que pour monter, il fallait déjà que les armes, les attaquants montent sur cette relevée. Et du coup, des châteaux, c'était beaucoup plus facile pour tirer sur les attaquants. Et après, vous aviez une douve. La douve qui fait quand même 12 mètres de large pour aller attaquer le château. Donc vous voyez, c'était un lieu important, je dirais, de défense, un moyen important de défense. Cette forteresse, c'était la 2e plus grande forteresse des Marches de Bretagne, derrière Brest. Et c'est la 2e forteresse également qui a résisté à du Guesclin. Le château de Derval est stratégique, même encore aujourd'hui, on le voit très bien dans la géographie actuelle. Il est placé pile à mi-chemin entre Rennes et Nantes, qui sont entre guillemets les 2 grandes capitales du duché de Bretagne au Moyen-Âge puis à l'époque moderne, ou du moins au début de l'époque moderne. Donc c'est vraiment un site majeur, au même titre que d'autres sites qu'on peut trouver aux alentours comme Châteaubriand, qui est bien plus important, mais Derval constitue voilà, une arrière-marche, si je puis dire, de la frontière orientale bretonne. Le nom de Derval, la toponymie, apparaît dans le cartulaire de Redon au Xe siècle. Donc ça, c'est vraiment juste pour le lieu géographique. Ensuite, on a des premières mentions des seigneurs de Derval au tout début du XIIe siècle, 1104. Alors, on a notion d'un premier château féodal au XIe siècle. Mais c'est tout ce que je peux vous dire sur ce site qui s'appelait donc Dervaux, qui veut dire chêne, et Val. C'était le Val de Chêne, ça s'appelait le Val de Chêne, et Dervaux c'est devenu Derval. Les premiers seigneurs, on en parle au XIIe siècle, mais bon, ils se sont succédés. Mais c'est surtout, au moment de la guerre de Cent Ans, entre autres, mais surtout la guerre de succession des ducs de Bretagne. Le duc Jean III est décédé, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier direct. Et là, il y a 2 prétendants. Il y a donc Jean de Montfort qui est son demi-frère, et Charles de Blois qui est son neveu. Mais Charles de Blois est allié avec le roi de France et allié
avec Bonabès III, qui est le seigneur de Derval, qui s'est allié en fait avec Charles de Blois. Évidemment, Jean de Montfort n'est pas content, hein, bien entendu. Ça se passe en 1341, hein, c'était voilà. Mais en 1364, Charles de Blois est tué à Auray. Donc Jean de Montfort prend le château et pour punir en fait Bonabès, les seigneurs de Derval, il prend le château et il le donne à Robert Knoll, qui est un chevalier anglais, avec qui il était bien sûr ami puisqu'il était allié des Anglais. Robert Knowles est un routier, donc un capitaine, un condottiere comme on appelle ça plus tard en Italie, donc un chef de compagnie anglais, qui, à l'instar de beaucoup d'autres comme Chandos et ce genre de personnages, vont débarquer en France pour soutenir les ambitions anglaises et montfortistes, donc le candidat, on va dire, pour le duché de Bretagne, du roi anglais Édouard III. Et ces routiers, à la tête de bandes d'écorcheurs, de pillards et de soldats plus ou moins professionnels, vont écumer la Bretagne et la France d'une manière générale et perpétrer des rapines. Faut oublier l'histoire des grandes batailles très épiques. La guerre de succession et la guerre de 100 ans sont en grande partie des coups de main, des escarmouches. Et voilà, ces routiers anglais vont vraiment semer la terreur, comme les Bretons l'ont fait par la suite en France, selon les différentes alliances. Il y avait un terme qui datait de la guerre de succession qui s'appelait bretonner, qui veut dire vivre sur le pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, en 1373, un des seigneurs, Bonabès IV, qui devait être ami avec du Guesclin, je suppose, enfin en tout cas, ils sont venus tous les deux pour essayer de reprendre le château à Knoll, mais en vain. Alors, M. du Guesclin, qui a voulu attaquer la forteresse, avait créé un lieu qui est sur le site du Quibu. À partir de là, il a attaqué le château. Alors il y a des grands noms qui défilent sur les courtines de Derval pendant ce siège de 1373. Et donc le siège n'aboutissant pas, les assaillants n'arriveront pas à prendre la place. Il est question d'échanger des otages. Et si le siège n'est pas levé, après un certain nombre, s'il n'y a pas une armée de secours qui vient sur les arrières des Français pour libérer la place, l'Anglais est censé se rendre. À l'issue de ce délai, l'Anglais ne se rend pas. Ce qui met les assaillants dans une colère noire. Les otages sont décapités face au château. Il a coupé 4 têtes et du coup Robert Knoll, lui, en a coupé 3 aussi. Donc voyant ça, du Guesclin est reparti, s'expliquer avec le roi de France et du coup il a abandonné l'attaque du château de Derval. Là, il y a eu des têtes coupées, oui, des deux côtés, mais au bout du compte, le château était toujours occupé par Knoll, puisqu'il l'a occupé jusqu'en 1381, c'est-à-dire à la fin de la guerre de succession des ducs, c'est le traité de Guérande. Et pour la petite histoire, Robert Knoll, il est reparti en Angleterre, il a vécu jusqu'à 90 ans, et il n'y a pas très très longtemps, il n'y a pas des lustres, il y avait des descendants qui sont venus sur le site. Cet épisode sanglant est représenté sur une remarquable enluminure attribuable à Pierre le Beau, dans un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, et sur lequel on voit très bien cet épisode sanglant avec les deux décollations des deux côtés. On reconnaît très bien les armes et les écus des différents protagonistes, et le château est représenté avec une remarquable volonté de vérisme. On voit très bien que le dessinateur a vraiment fait un très gros effort de réalisme, que ce soit pour le château et également pour l'environnement proche. Il se trouve que les données archéologiques vraiment corroborent le fait qu'il s'agit bien du château de Derval dans son environnement. Et là, sur cette image, sur cette peinture, vous avez du Guesclin qui attaque le château. Et ici, vous pouvez voir Knoll qui est en train de couper des têtes qui vont tomber dans les douves. En 1381, donc c'est la fin de la guerre de succession, c'est terminé. Donc les seigneurs de Derval sont revenus dans leur château. Mais bon, ça a continué. Si vous voulez, les seigneurs, ils ne sont pas tous... il y a eu les histoires normales des châteaux, les bagarres, tout ce que vous voulez.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1450, je dis bien, il y a eu un seigneur qui s'appelait Jean de Derval, qui s'est marié d'ailleurs avec Hélène de Laval, qui était la petite-fille du duc de Bretagne et l'arrière-petite-fille du roi de France. Et il a fait partie des 9 barons de Bretagne. Il était grand chambellan du duc. C'était un grand érudit, il avait une bibliothèque énorme, un mécène, enfin vraiment quelqu'un de très intéressant, très intelligent. Enfin, voilà. Il est décédé, lui, en 1482. Il n'avait pas d'héritier, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc par le jeu des successions, le château de Derval est revenu à Châteaubriand. C'était Françoise de Rieux qui était mariée avec le seigneur de Châteaubriand, donc Châteaubriand-Derval, voilà. Et bon, bah, le temps a passé, effectivement, et il y a eu les guerres de religion. Alors en 1590, le duc de Mercœur s'est emparé du château qui était occupé par les protestants, les calvinistes. Il les a chassés, il a occupé le château, mais en 1593, Henri IV, qui s'était converti, a demandé à toutes les provinces de se rallier. Mais lui, il ne voulait pas. C'est là que Henri IV a décidé de faire démanteler le château. Le château est pris en 1593 par le duc de Mercœur, donc le chef du parti catholique en Bretagne. Le duc de Mercœur ne voulait pas avoir ennemi dans le dos. On n'est pas très loin de Nantes. Nantes était l'une des places fortes du duc de Mercœur. Et puis une fois qu'il avait pris le château, il ne souhaitait pas que le parti adverse puisse le reprendre et se fortifier sur la route de Nantes. On a trouvé dans les sources manuscrites une lettre datée de 1593 dans lequel le duc de Mercœur somme les habitants de Nantes de lui envoyer des manouvriers ainsi que des maçons pour démolir la place. Après, la mesure de ces destructions est difficilement quantifiable, si je puis dire, dans la mesure où on a des sources plus tardives qui disent que le château sert encore de prison au début du XVIIe siècle. Mais on peut dire que le château est quand même au moins démilitarisé. Donc il y a plusieurs modes dans ces cas-là, soit on tire au canon dans les courtines pour les éventrer, soit on arrase les parapets, on désarme le château d'une manière générale, mais pour autant il peut rester bâti encore. Et c'est pour ça qu'il peut servir de prison encore plus tard. Mais il est vidé de son utilité militaire et pour ne pas avoir d'ennemis dans le dos. Alors le château de Derval, on va dire qu'il est construit comme une grande partie des châteaux qui sont édifiés à partir du XIIIe siècle. Donc on est sur le modèle héritier de la fortification capétienne qu'on doit à Philippe Auguste. Des tours à chaque angle, avec à mi-courtine d'autres tours. Donc vraiment pour assurer un flanquement régulier des différents pans de courtine. Vraiment avec un plan de feu rayonnant, avec au moyen de grandes archères. On a une tour maîtresse, donc la tour Saint-Clair qui est derrière moi, qui est opposée à l'entrée et qui constitue vraiment le symbole de la puissance seigneuriale, le logis également et le dernier réduit défensif comme je le disais. Puis à l'avant on a une basse-cour. Alors la basse-cour de Derval est quadrangulaire, elle n'est pas flanquée, donc elle n'a pas de tour à chacun de ses angles et elle est ce qu'on appelle ouverte à la gorge, donc il n'y a pas de mur entre la haute cour et la basse-cour, ce qui permet, si jamais l'assaillant prend la basse-cour, ils ne peuvent pas se retrancher à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester sous le feu des défenseurs. Aujourd'hui, le château de Derval était comme cela. Et ça, aujourd'hui, c'est la réalité que du Guesclin a vue quand il est arrivé et il a attaqué le château. Donc, vous voyez, on retrouve la basse-cour, le pont qui reliait la basse-cour à la haute-cour. On retrouve le cheminement que l'on a fait. On retrouve les douves et on retrouve les vannes qui sont là, qui permettaient de réguler l'eau. L'histoire qui est racontée sur l'enluminure, comme je disais tout à l'heure, c'est le siège du Guesclin. Et l'enluminure, elle, date d'1 siècle après. C'est un peu comme si on se mettait devant un blocos et qu'on voulait raconter un siège sous Napoléon III. Voilà, c'est un peu compliqué. Le premier travail qu'on a fait en s'emparant de la documentation, c'est de s'apercevoir qu'il y avait des choses qui clochaient. Notamment que, par exemple, en fait, la porte, si on la plaçait par rapport au travail de topographie très précis qui a été fourni, ça collait pas, ça faisait une espèce de truc complètement tordu. Donc en interrogeant l'archéologue, chaque fois c'est un dialogue, on ne prend pas la responsabilité tout seul en
tant que dessinateur, moi je reste à ma place. Hein. Vu aussi les restes archéologiques qu'ils ont retrouvés sur place, on a bougé la porte et par rapport au dessin, en fait, on a sur le dessin, si je reproduisais avec un autre point de vue, elle était à un autre endroit. La particularité du dessin, c'est ce que dit un grand illustrateur Golvin, c'est que en fait un dessinateur va devoir remplir les vides. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fouilles archéologiques, il va y avoir des restes, il va y avoir des enluminures ou des documents qui vont mettre un éclairage sur certaines zones, et puis il y a des vides, il y a des endroits où on ne sait pas. Voilà. Et ça, c'est toute la responsabilité du dessinateur, en accord avec l'archéo, s'il travaille vraiment avec l'archéo, en accord avec n'importe quel autre chef d'un projet, mais en étant bien d'accord que, voilà, on est à une proposition de restitution, certains mettent, moi je préfère évocation, voilà, il faut rester prudent, mais il faut faire aussi rêver, et puis il faut aussi amener à donner le goût à l'histoire, donc et à valoriser un site. Sur ce site également, on va voir, il y avait la haute cour et la basse cour. La basse cour faisait 45 mètres de large sur 50 mètres de large. Et la haute cour, hein, où on retrouve toutes les tours, elle faisait 60 mètres de large sur 55 mètres de large. Donc ici, nous sommes sur le site toujours de la relevée de Derval. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ici, vous avez dans ce terrain qui est là, en fait, il y avait l'étang. Donc c'était un étang complet qui servait à réguler les douves. Hein, puisque vous voyez, il y avait des douves qui étaient importantes, hein, et avec une petite écluse qui est là, qui servait de trop-plein. Cet étang, il y a quelques années, quand il pleuvait beaucoup, on le retrouvait en eau régulièrement. Hein, et vous allez voir, on va voir ici, vous avez des douves hein, qui encerclaient la basse-cour et la haute-cour, enfin la basse-cour et la haute-cour, et en fait servaient de défense importante, puisqu'elles sont quand même, vous pouvez le voir, très profondes et très, très grandes. Hein. Ici, donc nous nous trouvons, en fait, donc vous aviez toujours les fameuses douves en eau, et ici, vous allez voir, nous avons la vanne qui n'est pas d'origine, hein, bien sûr. Hein, elle a été refaite au même endroit, mais cette vanne ne correspond pas, bien sûr, à l'époque où elle a existé. Donc ici, nous sommes au pied de la tour Saint-Clair, qui était la plus haute tour du château de Derval. Donc cette tour avait deux fonctions principales. Elle servait pour abriter et héberger les soldats et en même temps, elle servait également de logis. Pourquoi on peut dire ça aujourd'hui? Parce qu'à l'intérieur, lors des fouilles archéologiques, nous avons retrouvé, M. Malot-Lemay a retrouvé une cheminée qui est à l'intérieur. Également une des fenêtres qui sont spéciales autour et également des latrines. Alors l'intérieur, on est bien d'accord qu'il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait l'intérieur a été déjà détruit. Et malheureusement, c'est surtout qu'il a servi de carrière de pierre pour un entrepreneur au début du XXe siècle. Et là, ça a été ratatiné, donc il n'y a vraiment plus grand-chose. Alors, on avait, pour l'instant, il y a 4 niveaux. Je dis pour l'instant parce que moi, j'ai un soupçon d'un 5e, mais je ne suis pas archéologue, donc c'est simplement que la particularité du dessinateur, c'est que et c'est aussi le travail de l'archéologue, c'est d'aller vraiment au détail. Donc on est vraiment à pierre et on exerce son œil comme ça. Et en regardant le haut de la tour, pour moi il y a un soupçon peut-être d'un 5e niveau, mais en tout cas, bon, on en a 4, avec le lierre qui a été retiré, ou plutôt qui a été asséché. On s'aperçoit qu'il y a une baie qui apparaît, bref, on a la connaissance qui continue d'évoluer sur ce monument.
Et notamment, même derrière, des restes de maçonnerie ont été trouvés récemment qui laissent supposer la présence d'un niveau bas dans un énorme tas de cailloux. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau qui est vraiment aveugle, qui a peut-être des ouvertures, des fentes de tir, mais c'est pas prouvé. Et en général, on a souvent un premier niveau qui sert de cave, quoi, en fait. Et après, les autres étages, en fait, ça dépend du développé du château. Pour ici, on a le deuxième niveau, c'est-à-dire celui qui est face à nous, avec le trou un peu rond, qui va avoir une cheminée. Donc, espace résidentiel, a priori. Le second, peut-être, mais sauf que comme il nous manque plus de la moitié, bah, s'il y avait une cheminée de ce côté-là, qui est présente d'ailleurs dans l'enluminure, elle n'apparaît pas, mais on peut donner aussi une autre fonction de résidence pour le second niveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, pour le deuxième et le troisième niveau, on a la présence de latrines, donc, qui corrobore l'idée d'avoir un espace résidentiel. On peut imaginer un système de volets pour la baie qui se trouve au troisième niveau, puisqu'on a les encoches pour cela. Donc en fait, voilà, on voit un système, on voit quelque chose, et on le raccroche à d'autres châteaux, à d'autres choses qu'on a vues, et on se dit, tiens, il manque des ouvertures de tir, pourquoi il n'y en a pas? Enfin, voilà, c'est l'interrogation permanente qui est intéressante, en fait, j'avoue. Ce qu'on avait décidé parmi les choix de dessin, c'était entre autres aussi de faire une coupe de la tour pour tenter de permettre aux gens qui viennent pour la première fois sur le site de visualiser les niveaux, de visualiser aussi ce qui n'est pas visible. On a fait une coupe de la tour en mélangeant un petit peu l'existant, un petit arbre, c'est amusant, et de couper en fait au niveau de la première fenêtre qui est là-haut, l'ensemble de la tour pour montrer le système de latrine à fosse qui dessert le deuxième et le troisième niveau. Alors il manque énormément d'infos. Très humblement, je n'ai fait qu'ébaucher tout ce qu'on peut dire encore sur le château de Derval. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes restés vraiment sur des processus non intrusifs. Donc on n'a pas encore commencé à fouiller le site et vraiment il faudra un jour, comme on dit en archéologie, descendre pour comprendre. Donc aller voir ce qui se passe en sous-sol, récolter du vestige matériel qu'on pourra corréler avec les rares sources qui nous permettront d'avoir de la datation par le mobilier, par les analyses en datation absolue. Et c'est là vraiment qu'un jour le château de Derval pourra réellement émerger. Mais il a un potentiel vraiment majeur ce site. On peut voir par endroits une élévation conservée qui peut faire je dirais 3 à 4 mètres d'élévation qui peuvent être conservés sous les amas de déblais qu'on perçoit partout sur la haute cour, avec probablement donc des sols conservés, des élévations conservées, du mobilier conservé, peut-être des sols conservés. Tout reste à dire sur ce château.